des dragons, des chevaliers, des châteaux, de la magie. Le médiéval fantastique, la seule et unique façon de vraiment jouer à un jeu de rôle. On se pose la question aujourd'hui au podcast Jeux de rôle Action Bonus, pourquoi est-ce que tous les jeux de rôle sont des maudines de jeux de rôle de médiéval fantastique? Hein, Pépé? Pour elle, je trouve que c'est vraiment une bonne question. Puis à mesure que on avait lancé cette idée-là comme sujet, j'ai comme fait des recherches, puis j'étais au moins comme dans des espèces de rabbit hole d'éléments profonds sur genre la façon que les Européens codifiaient les histoires et la manière qu'ils écrivaient ça à l'époque. C'était vraiment intéressant. Fait que non, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant qu'on va aborder. Ça va être aussi intéressant de cibler qu'est-ce qu'on s'entend par, je crois, médiéval fantastique, en quelque sorte. Ben oui, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui frissonnent en faisant comme médiéval fantastique, vous voulez dire médiéval fantasy? Oui, exactement, oui. Exactement. Quand on parle de genre en littérature, en cinéma ou autre, on est toujours en train de s'engueuler avec des gens. Fait qu'on espère s'engueuler avec vous, bien sûr, c'est des blagues. Vous pouvez laisser des commentaires pour discuter avec nous de vos impressions. Mais avant toute chose, Pierre-Philippe, on va, avant de sauter dans le vif du sujet, se demander pourquoi le médiéval prend autant d'espace dans nos univers. Pourquoi est-ce que Critical Role a choisi Donjon Dragon comme nouveau système de jeu pour leur prochaine campagne? Hey, pour vrai, on aurait pu faire une action bonus juste là-dessus. Écoute, on aurait pu faire juste là-dessus, tellement que c'est un gros dossier. c'est-tu encore de l'actu... On va faire un petit peu de... C'est notre mini-segment actualité de début de podcast. Là, okay. Puis, pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu, là, Critical Role, le plus gros stream de acteurs américains qui jouent à des jeux de rôle en direct, entre guillemets, parce que c'est plus vraiment du direct, mais a créé récemment un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Daggerheart, mais c'est Donjon Dragon qui le conserve pour leur future campagne. J'ai suivi la saga, j'ai suivi énormément les échanges en ligne à ce sujet. Je trouve ça vraiment intéressant à suivre. Essayer de comprendre la logique derrière, essayer de comprendre le fonctionnement derrière. Puis on dirait que j'ai mes hypothèses, mais ça demeure que ce ne sont que des hypothèses. On n'aura jamais vraiment la réalité. Puis en mon sens, parmi les hypothèses que je supporte, disons-le ainsi, il y a celle des chemtrails. Tu sais, les chemtrails dans le les skis en arrière des avions. Oui, non. Parmi les hypothèses que je porte, c'est que je me rappelle d'une vidéo de Brennan Mulligan qui avait un peu fait sensation il y a quand même quelques mois concernant le fait que pour lui, justement, le corps central de ces jeux qu'il jouait demeurait 5e édition et qu'il voulait jouer à des jeux qui n'avaient pas nécessairement de mécanique ou d'impact mécanique sur la façon de roleplay en jeu. Ouais. Pour laisser justement une certaine liberté à ces personnes à incarner leur personnage et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il a comme voulu, en quelque sorte, selon moi, rester dans cette espèce de tangente-là pour être sûr de vraiment offrir cette liberté-là sans avoir aucune contrainte mécanique dans le social. Que pourrait peut-être proposer Daggerheart ou autre chose. Fait que, selon moi, c'est une des raisons qui pourrait l'expliquer. Sinon, l'autre raison reste la grosse bourse monétaire peut-être qui a été donnée avec ça, je sais pas. Ouais. Mais à mon sens, ça fait partie des raisons. Et toi, Pierre-Louis, pourquoi, selon toi? Moi, ma théorie, je pense que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont relayé en ligne, mais c'est vrai que je pense que c'est le plus gros win pour Critical Role qu'il pouvait y avoir, tu sais. Probablement qu'il doit faire cracher beaucoup d'argent à Wizard of the Coast pour avoir une commandite, comment dire, être le système officiel du plus gros stream de jeux de rôle. Ils vont peut-être utiliser D&D Beyond, les outils digitaux, intégrer du homebrew qui va être disponible en ligne sur D&D Beyond. Tu sais, c'est un win-win-win. Puis Daggerheart, je veux dire, c'est déjà un succès. Leur nouveau jeu de rôle est déjà sold out partout. Je pense que de se servir de cette immense machine-là qu'ils avaient pour juste faire la promotion de leur système, ça aurait pas été aussi rentable que de juste faire cracher des... Tu sais, j'ai vu beaucoup de chiffres circuler en ligne, là, puis encore une fois, c'est toutes des hypothèses. T'as vu des chiffres circuler en ligne? C'est genre le montant qui aurait pu se faire payer pour ça. Ça sort de où? Les chiffres existent de combien ils chargent pour une publicité. Si tu veux faire ton... Mettons, tu fais un jeu de rôle, là, Pépé, ouais. Puis tu t'en vas voir Critical Role, puis tu dis « Hey, j'ai envie que vous parliez de
Horreur liminale, version française sur Critical Role. Combien ça coûte? Ben Puis non. les prix ont beaucoup circulé parce qu'il y a beaucoup d'auteurs puis d'éditeurs de jeux qui font affaire à Critical Role, qui achètent des sponsors là-dessus. Puis c'est des gros, gros chiffres. Fait que qu'est-ce qu'il y en est? Combien tu penses qu'ils auraient pu demander à Wizard of the Coast pour jouer à Donjon Dragon pour toute leur prochaine saison? Puis une saison, ça dure comme 2 ans, là, tu sais, une campagne, là, ça dure genre 2 ans minimum des fois. Là. Lors de Fait que, rien, c'était tu sais, ça. Là. ouais, je suis sûr que puis Wizard of the Coast, ils ont de l'argent. Ils ont tout l'argent de Magic puis de Hasbro derrière. Fait qu'ils ont sans doute voulu investir pour s'assurer. La nouvelle saison de Stranger Things arrive. D&D 2024 vient de sortir et c'est à ça qu'ils vont jouer. Fait qu'écoute, probablement que les gens de Critical Role viennent de faire un gros coup, puis que Daggerheart était un argument supplémentaire, probablement, pour faire « Hey, on pourrait jouer à Daggerheart, Wizard of the Coast, mais combien vous nous donneriez pour qu'on joue à Donjon Dragon, mettons? » Ouais. Puis on s'entend qu'ils peuvent pas vraiment cracher là-dessus. Là. C'est genre, ça reste que c'est le plus gros front publicitaire que tu peux pas avoir. Ça reste que c'est Critical Role. Là. Puis c'est un peu ça aussi. Mais tu vois aussi, ça fait écho à tu sais, une autre réflexion que j'avais sur le sujet, comme quoi, au final, d'un point de vue purement marketing, tu sais, vraiment, on enlève tout l'aspect qualitatif, tout l'aspect tu sais, de ce qu'on préfère en termes de jeu, puis juste le fait que c'est de la passion et tout ça. On y va vraiment d'un œil business pour business. Et tu dis, ils pouvaient pas jouer à autre chose qu'un gros jeu d'une grosse compagnie parce que ça aurait eu aucun bon sens, justement, s'il avait lancé, exemple, une campagne de Pirate Board. Tu sais, à quel point ça aurait comme explosé tout ce que la popularité du jeu en soi, puis à quel point ça aurait pu être tellement, justement, gros pour le financement que Pirate Board n'aurait jamais pu comme se payer ce financement-là pour pouvoir, justement, avoir la pub nécessaire. Fait que ça n'avait pas le Ouais. choix d'être comme quelque chose d'immense, là. C'est fou parce que c'est le genre de truc à mener où en tant qu'entreprise, tu sais, je pense que Critical Role, Darrington Press, ils engagent quelque chose comme 70 employés. Fait qu'un moment donné, puis un gros studio à Los Angeles, tu sais, je veux dire, toutes Ben, le casting, tu sais. il doit pas être plus gros que celui d'Etu Game, quand même. Le studio de Rosemont des Tigres. Game. Sous-sol. Bref, c'était nos petites spéculations de, comment dire, de rôlistes de divan, là, de sous-sol. On regarde ça de loin, mais moi, ça a piqué ma curiosité quand même. Puis c'est Brandon Lee Mulligan qui va être le nouveau MJ. Ouais. Ben, L'aspect West March, je trouve ça cool. L'aspect que ça soit comme trois thèmes très différents. Tu sais, c'est comme trois équipes différentes qui vont se succéder. Je trouve ça cool. Mais des fois, j'ai de la misère aussi. Ça dépend à quel point ça s'étire entre les équipes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est à quel Ouais, point. Parce que des fois, ça se peut que tu peux perdre le fil un peu. Là. Ça dépend vraiment comment ça va jongler. J'ai hâte de voir. Je suis curieux. je suis curieux. Puis écoute, avant de poursuivre la discussion, je pense qu'on va aussi faire un petit tour du côté de notre imaginaire. Ah oui. C'est le voyage dans l'imaginaire. C'est le segment du podcast où on discute de nos lectures du moment, nos inspirations du moment, ce que jeux vidéo, séries télé, livres, tout ce qui peut nourrir notre passion et notre envie de raconter des histoires. Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Ben écoute, c'est quelque chose que tu m'as prêté, que j'ai lu. Hein? Euh, Qu'est-ce que je t'ai c'est, prêté, donc? tu m'as prêté Vastburg de, comment il s'appelle? Cédric Ferrand, c'est ça? Ah oui! Oui, 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 oui. Ok, j'étais comme. Au début, tu as dit Vasburg, puis j'étais comme un jeu de Morborg, mais je ne le replace pas, c'est lequel? C'était comme le Borgburg, j'étais comme, hein, je sais pas c'est lequel. Oui, Wasburg, la cité, la ville. La ville, Cédric Exact! Ferrand, oui. Ouais, livre de Cédric Ferrand, un roman qui se passe dans un monde qui l'a composé. Mhm. Puis j'étais, c'était dur à dire, mais à la sortie du livre, je pense que je suis comme j'aime vraiment beaucoup le monde de Vastburg. Je suis vraiment, vraiment un fan de l'univers qu'il a créé. C'est une drôle d'histoire aussi, parce que c'est un monde, c'est une ville indépendante, une cité un peu crados, oubliée, sur un petit delta. Et la ville est vraiment située entre deux royaumes, deux cultures, deux nations. Et Vastburg, c'est un peu le bébé de ces deux civilisations-là. Fait que t'as des gens qui viennent la Lauritanie, je pense, puis le Velmi, qui sont comme les Ouais. deux empires qui ont des cultures complètement différentes.
Puis son world building, et pour vrai, je pense que j'avais pas lu un fantasy français qui avait un world building aussi intéressant. Puis il est pas dans Mhm. ta face, tout est comme présenté par des petites vignettes. Fait que c'est vraiment Ouais. tranche de vie. L'histoire de ce roman-là se passe en arrière-plan, derrière les vignettes de plein de petits personnages, des paysans de Vastburg. Les gardes aussi beaucoup, on parle beaucoup les gardoches. Est-ce que ça t'a donné le goût de jouer au jeu de rôle? Oui, ça m'a vraiment donné le goût de m'intéresser au jeu de Ben rôle. oui. Écoute, Parce que tu l'as en plus, c'est ça? oui, ils me l'ont envoyé, puis je suis comme, ça m'a vraiment donné le goût de l'ouvrir, de le feuilleter davantage, parce que c'est vraiment un bel univers pour plonger des joueurs. Moi, je pourrais le hacker 5e édition aussi. Ça m'a beaucoup fait penser à Gregenroth à certains endroits. Une espèce de monde un peu, c'est un peu crado médiéval, fantastique, low fantasy un peu, là. Ouais, la magie est morte, c'est comme ça le concept aussi. Il y a eu la déglingue, il y avait plein de mages, mais la magie a disparu un moment donné. Puis là, les mages aujourd'hui ont comme des maladies chroniques du fait que la magie existe Ouais, ça n'a plus. pas de bon sens. Moi, je le recommande vraiment chaudement si vous cherchez une super fantaisie française, accessible. Pour vrai, les couleurs avec lesquelles il peint ce monde-là sont tellement chouettes. J'ai vraiment aimé ça. Puis oui, je veux regarder le jeu de rôle, c'est sûr. Euh, mais ouais, ça m'a donné le goût d'en apprendre plus parce que c'est-tu le seul livre dans l'univers de Vastberg? Parce que ça me donnait l'impression qu'il y aurait pu avoir une série de 10 livres. Ça me donne l'impression aussi, ça, je te t'avouerais, là. Mais je pense que oui, je pense que c'est le seul. Je pense que c'est le seul, mais moi aussi, ça m'a donné vraiment ce feeling-là. Puis je veux dire, avec le. Il y a beaucoup quand même de livres qui sont sortis pour le jeu de rôle, tu sais, beaucoup de suppléments, de contexte de jeu. Fait que je me dis que il doit y avoir, tu sais, peut-être un gros non-dit en arrière de possibilités de plus, là. On sait jamais. Toi, Pépé, qu'est-ce qui t'allume ces temps-ci? Qu'est-ce qui t'inspire? Ben, j'ai lu deux choses. Deux choses. En premier lieu, j'ai lu. Je me suis clenché, j'essaie au moins comme une fois par été, au moins un livre québécois, une fois par été. Ah ben oui! Oui, j'aime bien ça. Fait que je me suis clenché Baignade de André A. Michaud. Ok! Mon premier de l'auteur. J'avais le goût, comme encore une fois, tu sais, je suis très dans thriller, psycho et tout ça, tu sais, horreur un peu. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus horreur que ça, ou du moins thriller, mais j'ai quand même aimé ça. Tu sais, la prémisse, c'est juste un couple qui quitte un camp, pas un camp de vacances, mais comme une espèce de plage publique en plein été. Ils sont vraiment perdus, on dirait, comme quelque part dans les cantons de l'Est. Là, ils sont vraiment dans une section très éloignée du Québec. Et ils partent un peu sur la va-vite parce que il y a comme eu des petits problèmes à la plage. Et en quittant, ils font juste comme se tromper de chemin. Tu sais, au lieu d'aller vers la gauche, ils vont vers la droite en passant dans le bois. Et s'ensuit une succession d'événements terribles qui mènent à éventuellement, tu sais, des morts et des choses comme ça. Regarde. Et j'aimais ça, j'aimais ça. À un moment donné, le livre, il y a un certain point, il y a comme une grosse coupure, puis il y a comme un tout autre contexte qui se déroule, comme si l'histoire se terminait pas avant la fin du livre, puis qu'il y avait comme une seconde histoire, mais qui était reliée à la première, à partir d'à peu près le trois quarts du livre. Et je trouvais ça bon, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais j'aimais ça. Je trouvais que c'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur-là, et j'ai beaucoup apprécié quand même ma lecture. Je serais curieux de voir les autres, mais ça va dépendre. Peut-être pour cet hiver ou autre, ça reste à voir. Et sinon, en lecture de rôliste, ben écoute, ça va pas te surprendre, Pierre-Loup, parce que tu le sais toi-même, j'ai lu beaucoup Mythique Bastion Lente. Oui, Mythique mais là. Bastion Lente qu'on a joué ensemble. Ben oui, tu m'as dit que ça t'a pris quelques reprises pouvoir trouver les mots pour en parler. Oui, puis je suis pas encore capable au moment où on enregistre ce podcast-là. Mais Mythique Bastion Land, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le jeu de Monsieur Chris McDowell, la personne qui a fait également Electric Bastion Land et Into the Odd. Into the Odd étant surtout, je pense, c'était son gros ouvrage qui a été popularisé autant en anglais qu'en français. Là. Ça reste que c'est Mhm. ça, je pense qu'il a fait le plus connaître. Espèce de système OSR assez simple. Et Mythique Bastion Land qui officiellement se déroulerait dans le même monde, mais c'est absolument pas important dans le contexte du jeu, c'est qu'on incarne des chevaliers qui doivent compléter des mythes
et gagner de la gloire au nom d'un idéal qui est celui justement de la chevalerie, que ce soit tu sais, protéger la veuve et l'orphelin, etc. Tu sais, trouver des solutions aux différents problèmes qui peuvent se trouver sur les terres et tout ça. Et ça a vraiment été tu sais, je le dis, c'est vraiment un immense coup de cœur pour moi. Même plus que ça, je pense que c'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2025 et possiblement dans les dernières années. Je trouvais que c'était incroyable en tout point. Euh, c'est un jeu qui est beaucoup, je trouve, qui va beaucoup jouer sur un concept que j'apprécie de plus en plus à mesure que je lis là-dessus. Ça s'appelle l'environnement narratif, où est-ce qu'au final, Mhm. l'histoire est expliquée non pas via des personnages dont joueurs qui vont expliquer l'histoire ou le contexte, mais plutôt via des événements peut-être cryptiques ou l'environnement autour des personnages qui démontrent ou qui expliquent en soi ce qui se déroule dans l'univers. Et je trouve que c'est vraiment très fort, c'est vraiment bien écrit, concis. Le Mhm. système de jeu est il fait quelques pages et c'est complet. Là. Il y a comme gestion de combat de masse, gestion de terrain, euh, exploration, déplacement, nourriture, combat, etc. Donc, ça a vraiment été un immense coup de cœur et c'est vachement un très beau livre également. Mhm. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Pierre-Louis? Je serais curieux de savoir un peu. Vraiment fasciné par ce jeu-là qui fait une proposition très très assumée aussi de tu prépareras pas ta partie de Mythique Bastion Laine comme tu vas préparer ta partie de Donjon Dragon. Il Ah donne. non, tu peux pas. C'est ça que j'adore de ce jeu-là, puis c'est un conte de fées, c'est un rêve, c'est un Mhm. délire psychotique. Je trouve que ce jeu-là représente très bien aussi en soi le thème de notre enregistrement d'aujourd'hui sur le médiéval Mhm. fantastique parce que ça vient, selon moi, casser un peu les habitudes qu'on voit en revenant un peu à une certaine source, en soi, je trouve, de ce qu'on Mhm. considère comme étant médiéval fantastique, quelque chose qui dépasse l'entendement, la logique, mais qui nous fait rêver en même temps. Tu sais, c'est vraiment un jeu unique. Et j'espère que ça va gagner en popularité dans des certains cercles. Je pense pas que c'est vraiment tout le monde qui va apprécier ça. C'est vraiment un produit particulier, là, je trouve, dans son animation. Puis ça demande une certaine gestion de l'improvisation pour le maître de jeu, mais l'expérience en vaut vraiment la chandelle. Si jamais il y a des gens qui doutent, je vous conseille au moins de le tenter. Tenter le tout. Hmm. Mais c'est vrai, hein, parce que quand on y pense, t'sais, on a parlé de Mythique Bastion Laine, Dagger Heart, Donjon Dragon, Vastburg. On regarde ça de près et c'est que des contextes médiévaux pour la plupart, de fantasy. Mhm. C'est quoi notre problème aux geeks et aux amateurs de jeux de rôle d'être aussi obsédés par le médiéval fantastique? Pourquoi est-ce que c'est le genre qui domine dans le marché des jeux de rôle? Puis là, pas besoin de l'écrire en commentaire, on le sait, il existe un paquet de jeux qui ne sont pas Mhm. médiéval fantastiques, mais quand même, force est d'admettre que, tu sais, même quand on a fait notre top des jeux les plus attendus de l'année, depuis 2 ans, c'est 2 fois je vois le commentaire, c'est que du médiéval fantastique ou presque. On pourrait d'abord peut-être se poser la question, effectivement, on parle de quoi quand on parle de fantasy? C'est drôle parce que, tiens, oui, on va mettre Donjon Dragon dans cette case-là, mais en bonne partie et dans de nombreux contextes, quand je vois des gens parler de leur partie de Donjon Dragon, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a mille et un éléments ou particularités qui vont se détonner complètement de ce qu'on va appeler du médiéval fantastique. Hmm. C'est-à-dire vraiment une espèce d'appropriation, tu sais, une espèce d'intégration d'éléments très modernes que ce soit justement les habits, la manière que le personnage va vouloir s'exprimer, ses outils qu'il va avoir sur lui, des choses comme ça. Tu sais, à un certain point, oui, le contexte médiéval fantastique a une certaine, on va dire, un certain cadre qu'on pourrait définir, mais j'ai Hmm. l'impression qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, pour plusieurs, on va utiliser le terme médiéval fantastique comme étant une espèce de fourre-tout dans lequel il va y avoir des épées, de la magie, mais aussi des côtes en cuir, puis genre des lunettes fumées. Il y a comme quelque Oui, chose. puis des robots, puis des Des robots, ouais, c'est Warforges, ça. des C'est ça. artificiers, Ouais. peut-être même du voyage dans le temps. Dans Draw Steel, il y a les fameux, comment ils appellent, Timescapers. Il y a comme une espèce que tu peux jouer dans Draw Mhm. Steel qui est des gens qui voyagent dans le temps, qui sont perdus d'une autre époque.
C'est quand même cool, ça. C'est quand Mais, même fait cool. que, ouais, à ce sens-là, j'ai comme l'impression que le contexte même médiéval fantastique est comme un peu dilué dans plein d'autres choses, mais que la base, une grande partie, on va dire, de la base même de cette pyramide-là sur laquelle on peut construire le médiéval fantastique est comme tellement pré-intégré par tout ce qu'on a déjà l'habitude de voir en tant qu'idée culturelle en provenance de ce qui est le Moyen Âge. Tu le sais, on a passé les deux par l'école au secondaire, des choses comme ça demeure que on est beaucoup très influencé par tout ce qui a été l'histoire européenne centriste, là, tu sais, Ouais. ça demeure qu'on n'a pas comme, j'ai pas des expériences de l'équivalent de médiéval fantastique, mais sur le continent africain ou en provenance de l'Océanie, là, j'ai pas eu ça à l'école, là. Tu sais, j'ai pas eu ça. Fait que ça en demeure que les référents les plus communs sont européens et avec des gros châteaux et des gens qui sont sur des dragons, des choses comme ça. Puis c'est fou à quel point parfois le poids culturel d'un premier titre marquant peut vraiment venir définir ensuite comment dire, le reste de ses descendants. Tu sais, le fait que l'incidence culturelle de Donjon Dragon, Chainmail, tout le bagage de Dave Arneson, Gary Gygax, qui étaient vraiment des fans. Oui, ils faisaient des batailles napoléoniennes, etc. Mais il y avait aussi beaucoup l'ADN de leur premier jeu, c'était du médiéval, de la tactique militaire, inspirée, grosso modo, de Tolkien, mais aussi des autres auteurs fantastiques de l'époque, comme Jack Vance, qui faisait Mhm. beaucoup de la science fantasy aussi, où il y a beaucoup d'éléments qui se mêlent de science-fiction, de fantastique. Mhm. Ou Robert E. Howard avec Conan. C'est beaucoup de références Ouais, Sword and Sorcery, là, très, très ouais, fait magie que tribale et tout. Ouais. ça a tellement eu un gros poids, ça. Donjon Dragon était tellement le jeu qui a dominé le marché longtemps que ça a comme créé une espèce de trou noir de jeu de rôle où il pesait tellement lourd dans le hobby que pour beaucoup de jeunes compagnies, puis beaucoup de jeunes compagnies intéressantes, innovantes, ben on fait des jeux connexes dans le même univers aussi. Mhm. C'est un peu comme les comic books américains, tu sais. C'est sûr qu'il y a plein de comic books intéressants, mais quand on pense à un comic book américain, on pense à l'origine, au premier, au plus populaire. On pense à DC Comics, on pense aux super-héros, on pense à Marvel. Bien qu'il y en a plein d'autres des genres de comic books américains, mais c'est sûr que eux, ces comic books-là de super-héros, ils ont vraiment eu une incidence. Fait qu'est-ce que vraiment on peut se détacher de l'influence du pionnier d'un genre pour le jeu de rôle? Ouais, j'avoue que c'est quand même assez. Tu sais, c'est comme s'il faudrait encore plusieurs dizaines d'années de d'autres références culturelles pour pouvoir déloger peut-être Donjon Dragon. Puis même à une certaine époque, tu sais, on s'entend même à une certaine époque, quand on parle de, par exemple, de littérature, de science-fiction, il y a quand même quand on va vraiment dans le rétro science-fiction, ben on est vraiment quasiment dans ce qu'on appelle, tu sais, du Planet and Sorcery à la justement Jack Carter sur Mars, des choses comme ça. Ouais, Fait ouais. que même à ça, on est quand même dans une ambiance qui rappelle beaucoup le médiéval fantastique comme on peut se l'imaginer aujourd'hui dans des parties concrètes de Donjon Dragon, où c'est très flyé, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a des monstres bizarres, mais t'as quand même une épée, puis tu te bats, puis non, c'est ça. Il y a quelque chose de très facile, tu sais, à s'imprégner puis à intégrer aussi, ou est-ce que dans d'autres contextes, par exemple, on va prendre tu sais, un contexte très moderne, mais là, il faut prendre en considération les règles, les lois établies, le Ouais. contexte géopolitique, des choses comme ça. Alors que dans un monde médiéval fantastique, t'as le chevalier, le roi, la reine, tu te casses pas la tête sur certaines choses. Et là, je fais pas je suis pas en train de défendre non plus, c'est pas ça l'intérêt, c'est juste pour montrer à quel point je crois que ça demeure populaire. Personnellement, c'est pas mon genre préféré. J'ai pas l'impression que c'est vraiment là-dessus que j'ai plus mon trip, ni en tant que joueur, ni en tant que maître de jeu. Mais toi, Pierre-Louis, je serais curieux de savoir, est-ce que tu considères aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2025, le médiéval fantastique, comme tu te l'imagines, c'est comme ton médium préféré pour pouvoir jouer le jeu de rôle? Ben, c'est une excellente question. C'est sûr que quand on parle de préférence personnelle, j'ai un Mhm. attachement au médiéval fantastique, un peu pour la même raison que Donjon Dragon a eu une incidence sur tous les jeux qui l'ont précédé. C'est que mes premiers jeux que j'ai expérimentés, c'était des jeux de médiéval fantastique. C'était comme mon premier kick, tu sais, de jeu de rôle.
C'était l'expérience d'être dans un univers où t'as juste ton sac à dos, ton épée, la nature sauvage, des voyages, des mystères. Fait que c'est sûr que même si je suis toujours intéressé de jouer des commis de bureau, j'ai fait, tu sais, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre, fait qu'on en a joué, là. Des scènes Mhm. de cuisine, puis de... Je trouve ça intéressant, toutes ces histoires-là. Mais quand vient le temps d'avoir un hobby, une activité juste pour s'évader, c'est sûr qu'il y a quelque chose de formidable dans la magie du fantastique où tout est possible. Puis t'as pas besoin de tout expliquer non plus. Non, tu sais, il y a comme des prérequis connus. Mais selon toi, tu sais, mettons que on fait comme de l'Uchronie ensemble, là. On réinvente un peu Ouais. l'histoire, là. Ça, mettons, à l'époque, Gygax et compagnie se sont dit, hey gang, au lieu de faire notre truc médiéval fantastique, on va se baser sur genre le Xiangxia, qui est comme un peu l'équivalent du médiéval fantastique, mais pour la mythologie chinoise traditionnelle. C'est le fantasy chinois traditionnel. Tu sais, avec Mhm. genre avec le roi singe et tout ça. Là. Tu sais, on est vraiment plus là-dedans. Là. Est-ce que tu as l'impression que genre aujourd'hui, ça serait ça, présentement, un peu notre référence culturelle médiéval fantastique-ish pour Donjon Dragon encore aujourd'hui? Ou tu penses que le médiéval européen centriste reprendrait le contrôle en quelque sorte? Dur à dire, mais j'ai l'impression que là où Donjon Dragon a pu fonctionner dans l'imaginaire de beaucoup d'Américains, c'est Mhm. qu'il portait aussi l'ADN d'un paquet de choses qui étaient dans le zeitgeist, tu sais, dans l'esprit du temps. Tolkien, tu sais, on n'y échappera pas, Michael Moorcock, tu sais, genre, toute la pulp fiction qui était consommée par les jeunes Américains de l'époque. Mhm. Fait que je sais pas s'ils avaient lancé un jeu qui était dans des référents très différents, très originaux. Je sais pas si, parce qu'il y en a plein qui l'ont essayé, tu sais, il y a plein de petits jeux niches qui explorent Mhm. différentes expériences, différents contextes sociaux, économiques, euh, tu sais, différentes cultures. Mais il y a quelque chose, je pense, avec le médiéval fantastique qui revient souvent dans les jeux de rôle aussi, où on a facilement. Parce que ça aurait pu être aussi des cowboys, tu sais, il aurait pu sortir un Deadlands, ça aurait pu être le jeu de Gary Gygax. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les jeux de rôle auraient été des trucs de Far West? Je pense Parce que que c'est trop niché. Puis même à l'époque où ils ont sorti Donjon Dragon, l'espèce d'âge d'or du Far West, c'était comme passé au cinéma. C'était c'est fini, tout ça. ça, ou si c'était, comment il l'appelle, là, le super-héros fantastique avec un zap gun, là. Flash Gordon? Oui, Flash Gordon, effectivement. Ben, à un certain point, ça aussi, ça reste très science fantasy. Là. On est vraiment beaucoup. Il y a genre des bonhommes, des aigles qui volent, tu sais, des espèces d'hommes aigles qui volent dans les airs, des planètes un peu marécageuses. Tu sais, ça reste très. C'est là que ça devient très difficile aussi à définir ce qu'on entend par médiéval fantastique. Surtout que j'ai l'impression, puis là, dis-moi si je me trompe, c'est ton opinion, mais l'image que peut-être que M. Gygax ici se faisait à une certaine époque, et même les référents qu'ils utilisaient à cette époque-ci, on est très loin aujourd'hui de cette représentation du médiéval fantastique. Là. On est très loin de ça. Là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, on s'entend que le médiéval fantastique, comme représenté dans Donjon Dragon, il est rempli de clichés, tu sais. Il l'est, Mhm. puis de lieux communs. Mais en même temps, il y a des choses dans leur vision du médiéval qui restent encore aujourd'hui. Puis pas juste le fait que ce soit du médiéval, mais surtout l'aspect fantasy. C'est un monde qui est rempli de monstres, de magie, d'objets magiques, de donjons inexplicables et mystérieux qui sont remplis de trésors. Puis l'aspect fantasy, je pense que c'est ça qui a vraiment donné des ailes à ce genre-là. J'ai vu beaucoup de gens en ligne essayer de faire la... Tu sais, c'est dur là, quand on fait de la définition de genre. À chaque fois, on se trompe, puis on fait des raccourcis, puis je m'en excuse déjà. Là. Mais je sais Ah oui, que c'est y en, sûr, c'est sûr. Oui. tu sais, il y en a plusieurs qui disent, c'est mettons, là, si tu veux faire, mettons, de la fantaisie, c'est de rendre le merveilleux quotidien. Puis la Ouais. science-fiction, c'est plus de rendre le quotidien merveilleux. Tu sais, c'est comme la différence entre Star Wars puis Star Trek. Tu sais, Star Trek, c'est comme si le quotidien était rendu grâce à la technologie formidable, mais ça reste le quotidien. Ils ont une job sur le vaisseau, il y a une Mhm. hiérarchie, il y a une organisation, il y a un gouvernement, il y a des règles, il y a des lois à suivre. On t'explique comment ça marche, genre un téléporteur, un warp drive, etc. Tandis que dans Star Wars,
on nous explique pas tant que ça, les médicloriens. On l'a tenté puis ça a pas marché, là. Il faut que tu y crois. Il faut que tu crois à la magie. Il faut que tu crois que les épées laser, c'est la meilleure façon de se battre dans un monde où on a déjà des lasers puis des trucs qui font exploser des vaisseaux. C'est comme, il y a un acte de foi, de croire en cette magie-là, tu sais. Mhm. Non, je comprends. Mais en même temps, c'est intéressant. Là, tu fais mention de croire en cette magie-là. Mais est-ce qu'il y a un contexte de jeu? Ben, mettons, tu te retrouves toi, Pierre-Louis Renaud, dans une partie de jeu de rôle, 5e édition, médiéval fantastique. Est-ce qu'il y a un contexte, un élément, une particularité durant la partie qui peut briser ton sentiment de crédulité par rapport à la partie en soi, parce que justement, tu trouves que c'est trop hors contexte pour du médiéval fantastique. Tiens, mettons, la personne dit, le maître de jeu fait mention, ok, il sort de ses poches une montre à gousset, il la regarde. Est-ce que c'est quelque chose qui va briser ton fun ou il faut vraiment que ça soit beaucoup plus intense, genre, il va chercher sa machine à café et il te fait un bon latte avec un petit dessin de feuilles dessus, digne d'une brûlerie du coin. Est-ce que ça brise ton expérience ou il faut encore que ça soit plus intense, genre, il te sort un DVD bootleg de la matrice puis il te le donne, t'sais. Ça, je pense que c'est drôle parce que tu me dis ça, puis à chaque exemple que tu avais, j'avais un livre de fantasy dans ma tête qui est exactement sur ce. Ah, c'est bon. Le café, c'est Legends in Latte, qui est comme une espèce de. C'est l'histoire d'une barbare qui décide d'arrêter l'aventure puis d'ouvrir un café dans un petit village, puis de faire des lattés pour le monde. Puis c'est une machine créée par des gnomes, puis elle fait des lattés, puis elle organise son petit café, puis c'est un café de hipster moderne, là, mais dans ce monde fantastique. Il y a le bon vieux Dungeon Crawler Carl. Mhm. Est-ce que t'as des DVD bootleg qui côtoient des extraterrestres, qui côtoient des gobelins, des épées magiques? Mais ça, par exemple, à la base, c'est le monde réel qui devient fantastique. C'est sûr. Ouais, exact, mais moi, c'est ça que j'aime du fantastique, c'est que c'est un genre qui est tellement résilient. Parce que tu peux avoir, soudainement, tu débarques dans un vaisseau Mhm. spatial, puis c'est comme la magie de ce monde-là l'explique. Tu sais, tu peux voyager entre les sphères à travers des vaisseaux magiques, puis Mhm. t'es dans Spelljammer soudainement, puis tu sais, il y a probablement des joueurs qui vont faire, hey, tu vois, moi là, je décroche. Puis c'est correct, tu sais, je pense que on n'a pas besoin de tous avoir les mêmes sensibilités, on a des préférences. Il y a des gens qui préfèrent du Game of Thrones, puis des gens qui préfèrent des trucs sautés, absurdes, chaotiques et plein d'anachronismes. Mais je sais, par exemple, que c'est vraiment facile pour moi de décrocher d'un jeu de rôle de science-fiction dès qu'il est question de science. Puis que là, Ah soudainement, on ouais. pose une question de science, puis tout le monde se regarde, puis là, on Google de quoi, puis la partie arrête pendant 20 minutes parce que c'est comme, je suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche, l'accélération gravitationnelle d'un vaisseau spatial. Puis là, t'es comme, hein? T'es sûr de ça? Oui, 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 je suis pas mal sûr que... Tu Ah sais, ouais, ok. Ah, mais c'est intéressant ça parce que, dans le fond, pour toi, il y a un certain niveau de crédibilité lorsqu'on embarque dans un contexte plus de science-fiction. tu sais, si t'embarques dans la science-fiction, puis que la proposition, si on va explorer un univers de science-fiction, t'embarques dans certains codes où la science-fiction demande qu'on explique, ne serait-ce que la base de certaines affaires. Là, ok, cette planète-là, elle est verrouillée gravitationnellement. Fait qu'est-ce que ça implique? Il y a une face qui est toujours face au Soleil, puis une face qui est toujours face au vide de l'espace. Il y a une portion qui est habitable juste en périphérie, puis là, soudainement, ça pose plein de questions sur ça, de quoi ça a l'air au niveau de la gestion de l'atmosphère. Il doit y avoir comme des vents terribles, là. J'ai vu un documentaire là-dessus. Puis là, soudainement, t'embarques dans des questions scientifiques, parce que on est des scientifiques dans une station spatiale. Je vais poser des questions sur les trous noirs puis comment ça marche. Puis là, comme maître de jeu, il faut que tu aies des réponses. Tout ça, c'est des frictions, autant pour les joueurs que pour le MJ. Puis c'est plus Ouais, je difficile comprends. de dire ta gueule, c'est magique. Ouais. Ouais, non, effectivement, je comprends. T'as-tu ressenti ça qu'on a joué à Alien ensemble? T'as-tu eu un moment où tu t'es senti brisé dans dans ta croyance de science-fiction? Non, parce que je pense qu'on est tous des bons joueurs, mais c'est vrai que quand on parlait de la physique du trou noir, soudainement, comme joueur, j'ai plein de questions, tu sais, en faisant. Ouais. Mais là, attends, ça veut dire que qu'est-ce qu'on sait des ondes Mhm. gravitationnelles? Concrètement, je veux dire, c'est quoi les impacts avec lesquels moi, comme joueur, je peux jouer? Parce que moi, je suis pas un Mhm. scientifique, mais mon personnage l'est. Fait que qu'est-ce que mon personnage sait qui pourrait avoir un impact sur notre histoire? Tu sais, Ouais, je soudainement, t'es comprends. dans un.
Non, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. OK. Fait que d'après toi, il y a rien du tout qui vient. Il y a rien qui peut te topper vraiment, qui peut briser ton plafond de verre on va dire, médiéval fantastique, entre parenthèses, qui peut vraiment comme complètement te faire sortir de ton Euh, contexte. je sais pas. Pour l'instant, je l'ai jamais vraiment vécu. Je pense que c'est plus de jammer avec un style. Il y a des Mhm. styles qui me plaisent plus que d'autres. Tu sais, tu vois, moi, le médiéval fantastique où je me fais proposer, hey, c'est médiéval, puis là, le médiéval, là, accrochez-vous parce que c'est une période difficile, fait que vous allez en Ouais. voir là, des trucs très problématiques, puis je me gênerai pas d'utiliser des mots problématiques, là. Mhm. Ça, tu vois, je le sais que c'est cohérent avec une certaine forme Ouais, de... ouais, ouais. Mais tu vois ça, je vais décrocher parce que c'est zéro mon style. Je suis Ouais. comme, je vais cringer, je vais grincer des dents, je pourrais pas me mettre disponible au plaisir. C'est plus ça qui va me faire Mhm. sortir que si tu me sors un robot qui vient du futur dans un Mhm. château. Non, je comprends. Mais c'est drôle, moi, ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend en fait du jeu. J'ai l'impression qu'il y a Hmm. des jeux que je suis très ouvert à tout ce qui va être anachronisme et référent culturel moderne. Je fais juste penser, par exemple, pour moi, DCC, c'est l'exemple parfait, là. Hmm. DCC, c'est le truc le plus flyé que tu peux avoir en matière de médiéval fantastique-ish qui va côtoyer justement le plus ridicule de la modernité, là, avec le plus récent qui est sorti de le X-Crawl classique, qui est dans le fond une émission de télé-réalité où est-ce que tu dois faire des espèces de combats dans des arènes et que tu as des sponsors et tout ça. Mais c'est malade, mais on s'entend que t'es tellement loin du qu'on t'imagine de classique médiéval fantastique. Mhm. Fait qu'on dirait que c'est vraiment plus le jeu en soi qui me vient me cadrer sur ce qui me donne le goût. Tu sais, on dirait que quand je vais jouer, par exemple, à Donjon Dragon, on dirait que je m'attends à ce que ça soit très un peu plus vanille, classique, là. Je sais pas trop pourquoi, là. J'ai l'impression que c'est peut-être mes Hmm. expériences personnelles, mais vois-tu, quelque chose que j'adore, c'est lorsque je joue, par exemple, justement, un jeu OSR, par exemple Shadow Dark ou autre. Hmm. J'adore ça quand des aventures précises de jeux de rôle vont vouloir me proposer un contexte, qu'on va dire médiéval fantastique, mais qui vont quand même justement venir s'inspirer de que ce soit du mythe ou du folklore, d'un endroit réel dans le monde que je ne connais pas. Et comme ça me permet aussi de m'ouvrir vers quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Puis ça, plus le temps passe, plus on en voit. Il y a des initiatives là-dessus sur, par exemple, la plateforme Itch.io, où est-ce que des fois, ils mettaient de l'avant justement les auteurs, les autrices qui venaient je pense que c'était l'Asie du Sud. Fait que c'était Ah comme oui, oui, plein oui. d'aventures et tout ça qui provenaient justement de différents designers de cette région-là. Je pense qu'un des exemples les plus concrets que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est ça s'appelle Reach of the Roach God, qui est une aventure OSR qui s'inspire justement d'espèces de réseaux de cavernes dans le coin de l'Asie du Sud, pas loin de l'Inde, etc. Et je trouvais ça super intéressant. C'était vraiment stimulant à lire, puis c'était vraiment rafraîchissant dans ton médiéval fantastique, mais il n'y avait pas de référent culturel moderne, il n'y avait pas de référent culturel sur quelqu'un qui va te faire un latte ou qui va te sortir un DVD de la matrice. Mais j'avais quand même un sentiment de renouvellement qui se faisait parce que ça venait chambouler et briser mes images classiques de ce que je m'attends du médiéval fantastique. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça, je trouve ça incroyable de vivre comme ça. Ouais. Puis tu vois, moi, c'est ce que j'aime aussi du médiéval fantastique, mais du fantastique aussi en général, c'est que il y a tellement de trucs à explorer parce que c'est un imaginaire qui est infini. Mhm. Tu sais, même l'univers en science-fiction, on a quand même, je pense qu'il y a aussi des infinités de découvertes à faire, puis on peut explorer des concepts qui sont vraiment très, qui te brisent le cerveau, mais pour un joueur qui souhaite explorer, qui souhaite aussi avoir accès à des choses étonnantes, impossibles, le fantastique est formidable pour ça. Parce que tu peux puiser autant dans justement d'autres cultures, tu peux aller puiser dans d'autres styles, tu peux aller inventer quelque chose qui a jamais été généré, ne serait-ce que par un drôle de rêve que tu as fait une fois où tu avais bu du Mountain Dew trop tard avant de te coucher, tu sais. Mhm. Oui, puis en plus,
ça se combine bien justement avec d'autres genres, Mhm. comme tu le mentionnes. Tu sais, je pense justement, exemple, à Deadlands, qui est oui du western, mais à un certain point, ça reste que c'est du western fantastique, là. Ça reste que c'est du Ouais. western où est-ce que le cheminement du monde a été changé par une cérémonie faisant en sorte que les morts reviennent à la vie, etc. là. C'est très flyé, là. C'est très, très Ouais. surréaliste comme ambiance. Non, fait que, non, je suis bien d'accord. Fait que, selon moi, ça vient expliquer pourquoi, en bonne partie, le médiéval fantastique demeure le plus popularisé. Puis je comprends, tu l'as mentionné tout à l'heure, puis on dirait que ça me revient en tête, là. Mais j'ai déjà vécu justement des expériences de jeu dans des contextes modernes ou justement de science-fiction où je jouais avec des personnes qui étaient très calées dans des sujets très précis. Je me rends compte à quel point des fois je pouvais me planter les pieds dans des éléments où est-ce que je me faisais rattraper sur la logique de telle ou telle chose. Tu sais, la science. Fuck off la science. Fuck off la science. Vive la magie. Ouais. Vive la magie. Mais hey, tu sais, L'évolution, là, n'existait pas. Oui. même, mettons là, on regarde puis on fait, ok, mettons, c'est quoi les jeux de rôle qui sont vraiment pas fantastiques? Puis j'essaie de penser à ça, puis même là, je peux pas m'empêcher de tomber les pieds dans les plats dans plus de fantastique. Tu sais, on parlait de Mhm. l'appel de Cthulhu. Est-ce qu'il existe même? Il y en a quelques-uns des scénarios qui sont pas complètement fantastiques, mais il y a toujours présence de surnaturel, Non, d'étrange, non, de non, non, non. paranormal, de magie. Non, pas tout le temps. Il y a dans un scénario, justement, c'est un peu ça la twist, en fait. Vois-tu, des fois, il y a des concepts comme ça qui viennent tourner un peu le genre pour justement nous prendre à revers avec des idées qui vont nous chambouler dans ce qu'on peut s'attendre d'une aventure, par exemple, classique de l'appel de Cthulhu. Mhm. Je me rappelle qu'il y a une aventure je pense que c'est Le Secret de New York, que c'est un meurtre à résoudre. Et en fait, c'est ça la twist, c'est que tu penses qu'il y a du fantastique parce que toi, en tant que joueur, tu te dis, il y a du fantastique. Ouais, ouais, ouais. C'est l'appel de Cthulhu, mais c'est une mise en contexte. C'est un subterfuge fait par le meurtrier pour faire croire que l'endroit est hanté. Mais ça À la reste que, Scooby-Doo. à la Scooby-Doo, c'est ça. Mais c'est une super bonne idée dans un contexte où est-ce que tu joues dans un jeu où est-ce que tu penses qu'il y a du fantastique de base, mais qui est un peu caché, mais finalement, il n'y en a pas du tout. Ça, je trouvais que c'était vraiment très bien. Mais non, j'en ai quelques-uns des jeux qui n'ont pas de fantastique. J'en ai un qui s'appelle Hard Noir, qui est sorti chez Osprey Games Publishing, qui est vraiment des enquêtes à la détective des années 50. Il y a pas de Gumshoe fantastique. aussi, qui est dans ce... Gumshoe, c'est vrai, Gumshoe, ils en ont sorti, oui, c'est vrai. Mais non, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y en a comme, tu sais, du médiéval vraiment Ouais. historique. J'aurais de la misère à jouer à ça, je te dirais personnellement. Là, j'aurais plein de Médiéval difficultés. historique. Puis, tu sais, il n'y a pas de... Il y a pas de jugement ici parce qu'effectivement, il y a des Non. gens qui cherchent cette expérience-là plus terre à terre, plus réaliste. Mais force est d'admettre qu'il y a peut-être un petit peu là aussi, dans un marché où il y a plein de jeux de rôle, puis plein de jeux de rôle formidables, intéressants, colorés, où tout est possible. C'est un statement de dire non, dans notre jeu de rôle, nous, c'est pas tout qui est possible. En fait, il Ouais. y a beaucoup d'affaires qui vont être impossibles. Parce que tu vas mourir. Puis t'as t'as juste 6 balles dans ton gun. Puis ça se peut que t'aies un mal de dos, puis des lombagos, puis un divorce. Il y a comme une espèce de... tu sais, ça assume quelque chose. Mais est-ce que tu passerais une campagne de 2 ans de ta vie à vivre ça? Peut-être. Ben, je sais pas. Peut-être. Sais-tu, il y a un des modules, justement, de l'appel de Cthulhu que je rêverais d'un jour d'animer. Je sais que je vais probablement jamais le faire parce que le commitment, l'investissement est trop grand. Et c'est le retour dans les montagnes hallucinées, Ouais. qui est comme immense, là. C'est un gros, gros module. Et une bonne partie du module, bonne partie du module, il y a zéro fantastique, zéro surnaturel. C'est vraiment juste de la survie et de la gestion d'inventaire à devoir monter au pôle Nord, devoir trouver les gens de l'expédition, devoir t'acheter du stock, tout ça. D'un point de vue purement historique, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que j'aime ça Ouais. l'histoire dans ces années-là, je trouve ça vraiment cool, mais je peux absolument comprendre pourquoi quelqu'un trouverait ça dole à mort faire cette campagne-là. Mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est comme stimulant. Je te l'accorde. Puis c'est une très bonne campagne. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup qui repose sur l'organisation de l'expédition. Mais Oui. c'est une expédition. Qu'est-ce qui a été la première expédition? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, cette première expédition? Ouais, là, on tombe dans complètement autre chose, là. C'est absolument autre chose. Mais tu savais justement que, voyons, Jaroski, on en a parlé tout à l'heure, il a sorti un jeu de rôle historique. Historique, là. Pas de magie, pas Euh, rien.
Celui tu peux parler de gagner la guerre, là, c'est ça? Ben oui, c'est lui qui a fait gagner la guerre, mais c'est Ah oui. Teduum pour un massacre, Ok. qui est comme un jeu de rôle qui se déroule dans les guerres de religion de France dans les années comme 15... Ouais, comme, tu sais, du 15e, 16e siècle, là. Fait que c'est vraiment comme très niché, là. Ah, c'est vraiment Ouais. niché. Mais en même temps, ça a son public. Je pense pas que ça a son public au Québec, là, Ah on oui. s'entend, mais ça a son public. Puis assurément, tu sais, il y a Combe Martin aussi qui a fait des très bons jeux. Théo Rivière avec, j'oublie son nom, mon Dieu, mais qui ont fait un jeu de. Tu sais, Combe Martin a fait Deux étés, qui est un très bon jeu de rôle où tu vis Oh des mon Dieu, adolescents c'est vrai. qui reviennent sur les lieux d'un été de leur adolescence quand ils sont rendus adultes. Hyper réaliste, très sensible. Il y a des jeux, des jeux de bandits. Il y en a beaucoup, là, des jeux de casse, The Job. de job. The J'essaie de me Job est pas souvenir du fantastique. jeu de Théo, mais ça me vient pas, là. C'est pas The Heist? C'est pas ça? Je pense que c'est ça, de Heist. Mais tu sais, c'est plein de jeux qui n'intègrent pas le médiéval fantastique. Ils existent, mais force est d'admettre que ça se parle quand même beaucoup dans l'industrie. Puis il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont parlé du succès de Dagger Art, de Critical Mhm. Role, et qui l'ont comparé à l'échec. L'échec, je pense que le mot est trop fort, là, mais disons à la réception mitigée de Candela Obscura, qui est sorti l'an Ouais. dernier. Et à la différence de l'un et de l'autre, ben on avait Candela Obscura qui était des recherches dans un monde un peu steampunk. Oui, il y a des éléments de fantastique, mais on n'est pas dans un contexte médiéval. Comparé à Dagger Art, qui est presque du Donjon Dragon au niveau des thématiques. Puis le succès de l'un est incomparable comparé à ce que Candela Obscura a reçu comme réception. Effectivement. Au-delà des mécaniques, il y en a un qui est beaucoup plus narratif que l'autre, là. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a un des deux qui a vraiment été beaucoup plus populaire, mais je pense que justement, c'est un peu ça aussi, le fait que Daggerheart va pas jongler ni calquer vraiment directement, mais ça va être dans des thématiques Donjon Dragon-esque, justement très modernes. Tu sais, on est dans du Ouais. médiéval fantastique qui est très modernisé dans sa façon d'être présenté et tout ça. Mais vois-tu, à quel point où est-ce qu'on est justement implanté dans un contexte où il y a tellement de produits médiéval fantastiques que on est à se poser la question, OK, qu'est-ce que lui il rapporte de plus que nôtre? Tu sais, on est rendu là, là, quand un jeu de rôle médiéval fantastique à grande échelle sort, on est à se demander qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus que les 34 autres propositions qu'il y a présentement sur le marché. Il faut vraiment qu'il y ait un petit événement, un petit renouvellement qui doit se faire quelque part. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, là, parce que justement, avec Daggerheart, c'est quand même très différent dans les mécaniques. Toi, tu l'as lu, Draw Steel, qui est aussi très différent dans les mécaniques. On est vraiment rendu là, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va, comment est-ce que ça va évoluer, le médiéval fantastique, dans les prochaines années. Ouais, effectivement. Mythic Bastion Land aussi, qui est une Ben, proposition vraiment fraîche. ben, en fait, selon moi, je trouve que Mythic Bastion Land, c'est ce qui représente le plus ce qu'on va dire étant une version très crue du médiéval fantastique. Tu sais, très, très Mhm. crue à quoi est-ce qu'on s'attend en termes d'expérience qui ne va pas se déloger de sa mise en contexte. Oui, complètement de fiction. On n'est pas dans une histoire Pendragon-esque d'Arthur et la chevalerie, mais on va pas avoir de bonhomme qui va arriver avec un gun laser ou un Warforge qui va descendre d'une montgolfière avec un chapeau aux formes en disant bonjour monsieur. Ça, on n'a pas ça, là. On est très loin de ça. Toi, t'aimes pas Eberron. C'est ça que tu dis, Pépé? Non, mais le pire, c'est que non, j'aime bien Beron. Je trouve que c'est un des settings cool. En fait, vois-tu, c'est ce que j'aime quand Donjon Dragon va embrasser pleinement quelque chose d'autre Hmm. que l'espèce de médiéval vanille fantastique dans lequel il va y avoir un peu de fourre-tout. Que ce soit Eberron, qui est justement très steampunk, que ce soit même, à la limite, Dark Sun, ce qui est très primal et raw. C'est comme quelque chose que je trouve. Yobojima aussi, qui est le... C'est comme leur setting un peu inspiration Studio Ghibli, Oui, Japon fantastique. c'est ça, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui a publié ça sur notre conversation de groupe, Oui, ensemble. C'est Yannick qui a publié ça. Mais oui, c'est Yannick. effectivement. Oui, effectivement. Effectivement, ça fait partie des... J'aime ça quand, justement, Donjon Dragon va s'éloigner du très classique vanille médiéval, qu'on peut un peu incorporer n'importe quoi dedans. Ouais, ben écoute, est-ce que on va enfin se débarrasser du médiéval fantastique dans la prochaine année? Moi, je ne pense pas. Jamais. Non, je pense pas Médiéval non plus. fantastique. Écoute, mais si t'avais une...
C'est pas une bonne question, pas tout ça. C'est quoi cette question? Qu'est-ce que t'allais me demander? C'est quoi t'avais me demander si t'avais une quoi? Je voulais te demander si on pouvait te téléporter dans un des univers de jeux de rôle. Là. Est-ce que tu préférais être dans un médiéval fantastique ou tu préférais être dans un univers à la Star Trek? Ben Star Trek, c'est sûr. Il n'y a même plus d'argent dans Star Trek. Tout était comme accessible monétairement. Le concept monétaire n'existe plus. C'est de l'accessibilité via de l'impression 3D puis autre chose du genre. C'est comme pas une utopie, mais tu sais, on s'entend quand t'es dans... Bref, faut pas que tu me partes sur Star Trek, là. Mais c'est sûr. Tu vas te faire démantibuler dans un téléporteur, là? Non, ça arrive plus ces problèmes-là. Ça arrive plus jamais. Ce qu'ils disent, là. Ça n'a pas rapport comme question de fin. T'es clairement un red shirt, toi, là. Probablement. Moi, je serais... T'apparaîtrais dans Westberg, c'est ça qu'il ferait. Non. Pas être dans Vastberg. Tout le monde meurt dans chaque maudit chapitre dans Vastberg. Ça serait ça ton histoire. Les gens meurent de froid pis de faim tout le temps. Ouais, j'avoue que c'est pas tentant. Non, ça c'est vraiment du médiéval fantastique très justement un peu dark là, la Warhammer. Ben, tu vois, Warhammer, ça, c'est pas mal fantastique. Même dans le futur, c'est des chevaliers dans l'espace quand on y pense. Là. Oui, puis du battre avec des épées et des chainsaws qui roulent. Il y a comme quelque chose de très... Les elfes, là, les blood elves dans l'espace, les épées, tout ça. Ouais, quand on y pense, je suis même pas sûr qu'il existe un autre genre que le médiéval fantastique. Je sais pas comment finir ça. C'est pas drôle. On